La première règle du value investing, c'est de comprendre ce que tu fais. Okay, tu n'investis que dans des choses que tu comprends. Donc, tu n'es pas obligé de comprendre, de savoir comment ça marche, le moteur d'une voiture. Okay, mais par contre, si tu veux acheter du Renault, il faut que tu comprennes le marché de l'automobile. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. On est parti pour ce nouvel épisode de La Martingale avec un invité que je suis ravi de recevoir sur La Martingale parce qu'on s'est croisés alors dans des conditions assez spéciales d'ailleurs, mais il y a un peu plus de 6 mois au moment où on enregistre cet épisode où j'ai rencontré François Badelon. Salut François. Salut. À la plage. Et alors en fait je te disais juste avant, j'avais pas de mémoire. Ouais. Et souvent, quand je suis un peu stressé, donc là, je suis un peu stressé parce que bon, il y a aucune raison, mais bon, je perds encore plus la mémoire. D'accord. Et donc là, par exemple, j'ai oublié ton prénom. Ah, t'as oublié mon prénom. Ouais, c'est complètement dingue. Alors ça, c'est très alors dur. que c'est sur mon agenda, on s'est parlé. Qu'on s'est parlé plusieurs fois, voilà. etc. Cosa Nostra, voilà. Cosa Nostra, alors c'est Vostra, oui. Tu vois. Parce que ça, c'est plutôt, en effet, le Cosa Nostra, c'est le jeu, donc évidemment, il faut le jeu de mots. Et moi, c'est Mathieu. Mathieu, voilà, c'est ça. Non, c'est juste pour dire que on peut être un bon investisseur sans mémoire, voilà. Ouais, c'est intéressant et on va en parler parce que justement l'échange qu'on avait là-dessus, tu vois, moi je suis aussi de plus en plus par la force des choses quelqu'un de réseau en fait, puisque je crée un réseau assez important, etc. Et je te disais que certains de mes auditeurs pouvaient avoir plus de mémoire que moi sur mes propres discussions, ce qui me parfois me faisait un peu bizarre. Mais qu'en revanche j'avais une très bonne mémoire des chiffres ou potentiellement des lieux et du transport, donc un très bon sens de l'orientation et c'est très lié à la mémoire, donc voilà, c'est assez marrant. Bon. Donc on est parti. Donc moi c'est Mathieu, tu t'en souviendras. Voilà, Mathieu. Mon deuxième prénom étant François. Tu peux m'appeler François si tu veux pas te saouler, ça marchera. Super. Je trouvais ça peut-être un peu bizarre, mais voilà, belle intro. Donc j'étais en train de dire qu'on s'est rencontrés sur une plage à Dakhla, au Maroc, à faire du kite et c'était sympa. Et puis on a eu quelques échanges sur justement différentes stratégies d'investissement, Voilà, on s'est revus plusieurs fois depuis et tu m'expliquais que parmi ta longue vie, parce que tu fais partie des grandes figures de l'investissement française, donc tu veux m'expliquer un peu ce que tu fais avec Lonvia, ce que vous faites avec Lonvia, dont tu es un cofondateur et président du comité stratégique. Mais tu m'expliquais que tu étais un peu tombé dans la marmite des finances et par extension finances personnelles dans les années 80, alors que c'était pas du tout à la mode, que toi t'y connaissais rien et que t'as notamment découvert un écrivain puis Warren Buffett et que tu t'étais dit mais waouh, il s'est passé quelque chose et que t'as vraiment creusé ce sillon et t'as été parmi les premiers Français pour faire ça. Donc je te propose, si ça te va, cher François, de nous expliquer un peu ça à la fois par le prisme de ton expertise et ton expérience, parce que depuis tu as monté quand même plusieurs on dit des fonds, non, ce sont pas des fonds. Oui, des fonds. Des sociétés de gestion ou des fonds. Des sociétés qui gèrent des fonds. Donc certaines vraiment très très connues. Et puis aujourd'hui Lonvia Capital qui fait quand même partie des stars montantes du secteur. Et m'expliquer un peu donc par ce prisme de l'expérience et aussi par l'expertise que tu as désormais, comment investir comme Berkshire Hathaway, comment investir comme Warren Buffett, en tout cas les spécificités de cet investissement. Est-ce que c'est encore aujourd'hui quelque chose qui est à jour ou non ? Est-ce que ça fonctionne toujours ? Moi, j'ai une tendance à croire, en tout cas, pour avoir copié des formes d'ETF sur différentes plateformes qui correspondent aux investissements de Berkshire Hathaway, que c'est très très résilient, même que quand ça monte souvent moins fort, mais quand ça descend nettement moins aussi. Donc c'est assez intéressant. J'aimerais avoir ton avis là-dessus et tout ton retour d'expertise. Ça te va, François ? Ok, c'est parfait. Alors d'abord, explique-moi pourquoi et comment qu'est-ce que fait Lonvia, qu'est-ce que tu fais chez Lonvia et
pourquoi tu es crédible sur le sujet dont on parle aujourd'hui. Ouais. Oui, donc je commence par Lonvia. Donc en fait, c'est une rencontre avec un gérant de fonds que je suivais depuis de nombreuses années parce qu'il avait des résultats tout à fait remarquables et avec une méthode en fait que moi je comprenais à peu près, mais que je me sentais pas du tout capable de faire. Et puis on a fini par se rencontrer en vrai. Et là, je suis tombé de ma chaise. On a fait un petit déjeuner qui s'est terminé à 2h de l'après-midi. D'accord, ça fait long, oui. Et moi je suis vraiment, j'étais presque choqué par parce que Cyril Carrière, donc c'est son nom, me racontait. Je trouvais ça absolument passionnant. Et lui était intéressé aussi par mon expérience plus d'entrepreneur et d'investisseur, bien sûr, mais surtout d'entrepreneur. Et on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Voilà, c'est parti de là. Et puis... En quoi, pardon, donc ça c'est on va dire la genèse de Lonvia. En quoi il faisait des choses très différentes de toi? Alors, en fait, l'investissement, c'est un thème totalement infini. Pour moi, je dis la bourse, c'est la vie. Là-dedans, il y a tout. Il y a tout ce que tu trouves dans les sociétés humaines. Il y a toutes les connaissances. Parce que il y a des milliers de sociétés cotées dans tous les secteurs. Et donc, pour valoriser ces sociétés, il faut les comprendre. Il faut que le marché... je pourrais expliquer après un peu qu'est-ce que c'est un marché, comment ça fonctionne, etc. Mais il faut que le marché comprenne donc ces entreprises. Et en même temps, tu as toutes les passions parce que les investisseurs, c'est des êtres humains et donc ils sont soumis à des tas de stress, d'euphorie, de tout ça, de situations qui peuvent être très fortes puisqu'on parle d'argent. Donc ça peut mener à soit des exagérations, soit dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est une discipline qui est extrêmement complète. Mmh. Et donc qui est toujours en évolution. Les connaissances des investisseurs, le savoir-faire d'investisseurs, les techniques n'ont pas cessé d'évoluer depuis que la bourse existe. Et il y a eu, alors c'est pas vraiment des découvertes, il n'y a pas de formule, il y a pas de, mais il y a vraiment des éléments nouveaux. Par exemple, le plus simple à envisager, c'est les ratios boursiers. Donc moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la bourse en 81, je n'ai appris que ce qu'était un price earning ratio. En gros, c'est la valeur d'une entreprise divisée par son résultat. Donc, une société qui a un PE de 10, elle a un résultat net de 10 et puis elle vaut en bourse 100. Voilà. Bon. Ça, j'ai appris ça 5 ans après. 86. Le price earning ratio. Donc, redis le calcul, qui est simple, hein, mais juste... c'est la valeur de l'entreprise, donc ce qu'on appelle la capitalisation boursière. Ouais. Donc, c'est le nombre d'actions multiplié par le cours de bourse. Ça, c'est simple. Donc, s'il y a 1 million de titres, si ça vaut 10, la capi, c'est 10 millions. Donc, la société vaut 10 millions. S'il y a 1 million de titres à 10 euros. À 10 euros, voilà. Et puis, si cette société, elle équivaut de 10 millions, donc sa valeur, c'est 10 millions en bourse, eh bien, si elle a un résultat d'1 million, le PER, c'est 10. Voilà, c'est 10 fois les résultats. Ok. Voilà. Ce qui est un ratio de base, parce que c'est évident qu'il vaut mieux acheter une société. La première chose que tu vas regarder quand même, basiquement, c'est ses résultats. Et donc le résultat, alors tout ça dépend aussi pas mal de certains marchés, de la croissance, etc. Donc, pardon, le résultat, juste pour revenir là-dessus, c'est en France, on parle des résultats nets. Il y a l'EBITDA, l'EBIT. Enfin, c'est l'EBITDA dont on parle ici, c'est ça? Alors non, ça c'est le résultat net. Ok. Alors justement, l'EBITDA, moi je pense que la première fois que j'ai dû entendre parler d'EBITDA, c'était, je me trompe peut-être d'un an ou deux, mais allez, je vais te dire 95.
D'accord. Bah, c'était mon métier. Hein. Ouais. Je faisais ça toute la journée. Hein. Je travaillais à la bourse. Donc, c'est pas que j'étais ignorant, mais c'est que ça n'existait pas. Oui, mais donc c'est ça, en fait, tout ça évolue, c'est-à-dire que à un moment, on va te dire ce qui compte, c'est le résultat net. Enfin, alors, je vais reprendre résultat brut, résultat net, mais le résultat net, c'est en gros, dans une entreprise normale, tu enlèves donc tes charges fixes, charges variables, donc tu fais. Ce qui reste, ce qui reste tout les en bas, impôts, les voilà. impôts, c'est tout les ça. dernières lignes Voilà, combien tu as gagné. Donc, tu as fait voilà. 1 million de chiffre d'affaires, tu as dépensé 400 000 en employés bureaux, etc., je sais pas quoi, tu as dépensé 200 000 en matière, enfin en achat-vente, en charge fixe, et puis en charge variable, pardon, et puis donc 400, 200, puis 100 en impôts, et puis il te reste 300 000 à la fin voilà. de résultat net. J'ai pas vérifié ton calcul. Oui, non, mais bon, mais voilà. c'est ça. Et donc, au début, on parlait de ça, on parlait du rendement. Tu vois, le rendement, c'est le dividende. Hein, donc, et puis, voilà, un jour, il y a eu ce gars qui a dû inventer ce terme. Alors, je ne sais plus exactement qui c'est. Je pense que si c'est venu alors, malheureusement, je ne me souviens plus du nom du gars, parce que donc je rappelle que je n'ai aucune mémoire. Moi, c'est Mathieu. Mathieu, ouais. Mais c'est un gars qui en fait investissait dans les réseaux de câbles aux États-Unis, de télé, tu sais. Et son truc, c'était toujours de réinvestir, de jamais faire de résultats, toujours réinvestir au maximum. Et donc sa société n'avait pas de résultats en fait, parce qu'il réinvestissait tout et il amortissait le plus vite possible ses investissements. Et donc il valorisait son entreprise en fait en termes de cash flow. Et en gros, hein, le cash flow, c'est l'EBITDA. Voilà, c'est... John Malone, est-ce que c'est lui? Bravo. Oui, bravo. Moi, j'ai une grosse mémoire, elle s'appelle Google. Voilà. D'accord. Mais c'est bien, tu as fait la bonne recherche. Who invented EBITDA? Ah, c'est marqué ça? Voilà. Tu vois, Investor John Malone. Extraordinaire. Ok. Et donc, tu dis que c'est pas parfait. Pourquoi? Qu'est-ce qui est pas parfait? L'EBITDA, on dit non? Non, je dis pas que c'est pas parfait. Après, l'EBITDA, c'est juste un terme, c'est une mesure. C'est moi qui ai mélangé en fait. EBITDA is often criticized as an imperfect measure of earnings to use broadly in comparing the blablabla. Oui, c'est-à-dire que il y a un moment, alors quand des techniques ou des termes sont découverts, ça devient souvent après une tarte à la crème. C'est-à-dire que les professionnels du secteur, ils en profitent, tu vois, ils se mettent à utiliser ce terme de plus en plus et après trop. C'est comme la bourse, tu vois, ça passe d'un extrême à l'autre. Et donc, il y a effectivement un moment où on racontait n'importe quoi sur l'EBITDA. Et en fait, dans ces termes-là, par exemple, moi, je pense que le plus important dans une entreprise, pour valoriser une entreprise, c'est ce qu'on appelle son cash flow, son free cash flow. Okay. Donc, le free cash flow, c'est... j'espère que je ne vais pas me tromper, hein, mais le free cash flow, c'est le cash flow auquel tu retranches tes investissements de renouvellement, quoi. Et donc, c'est plus intéressant que l'EBITDA parce que tu peux avoir des entreprises tu peux avoir des jeux d'investissement et d'amortissement d'investissement dans les comptes. C'est-à-dire que tu peux avoir, par exemple, une entreprise qui ne fait pas de résultats. C'était le cas d'Amazon, par exemple. Pendant longtemps, Amazon a perdu de l'argent. Ou les sociétés de Malone. Mais parce qu'en fait, elles investissaient tellement dans leur croissance que forcément, à la fin, il n'y a plus de résultats. Mais en fait, ce qui était important, c'était la capacité de résultat d'une entreprise. Tout à fait. Ça, c'est vrai qu'alors, je vais en effet reimager ce que tu dis, hein, mais nous, on le vit pas mal, par exemple, avec Cosa Vostra ici, qui est une agence qui grossit assez forte. Et donc, du coup, typiquement, on a une tendance à recruter toujours devant. Oui, tu es en avance. Donc, on est toujours un peu en avance. Jamais faire de résultats. Et donc, en effet, ça bouffe un peu de notre résultat, de notre marge, parce que mais en revanche, évidemment, la société grossit, on fait en termes de chiffre d'affaires 30-40% de plus tous les ans. Donc on est sur un investissement sur l'avenir. En revanche, si tu me dis que tu calcules la valeur de ma boîte
sur uniquement le résultat net, donc oui, c'est pas bon. Et ben moi je vais te dire mais non, parce que toi tu vas me dire que je fais un résultat net alors, dans mes métiers c'est plutôt 15% ou quelque chose comme ça, donc je sais pas si je peux donner des chiffres, mais de toute façon on les met en public sur 6-7 millions on va faire 300 000 euros de résultat net, alors que dans le standard marché ce serait plutôt 1 million, 1,2 million en fait finalement. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, on va me dire, si moi je valorise dans ton secteur 5 fois ton résultat net, si je faisais 1 million, elle vaudrait 5 millions à la société. Aujourd'hui, je fais 300 000, 5 fois 3, elle vaut 1,5 million. Donc là, tu dis, mais non, parce que moi, je suis en pleine croissance et j'investis dans ma croissance. Mais c'est très compliqué, en effet, d'une société à l'autre. D'où la complexité aussi, sans aller beaucoup plus loin, parce que là, on parle d'un business petit et simple, mais dans des très gros business, de valoriser les sociétés, en fait, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Et du PER, c'est ça le travail de l'analyse financier qui peut être relativement compliqué, qui peut probablement pas être fait, pas parce que c'est dur, mais parce que c'est du temps par tout le monde. Tous les investisseurs, le public en général, c'est des choses que tu peux pas trop faire. Soit tu te concentres sur quelques entreprises, tu vois, mais tu peux pas faire ça à grande échelle. Donc, le travail du professionnel, s'il fait bien son boulot, ça commence justement par déterminer quelle est la vraie capacité de résultat d'une entreprise. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces ratios, toutes ces techniques qui te permettent de faire le rapprochement entre ce que dégage une entreprise, le cash flow qu'elle dégage, les résultats qu'elle dégage, et puis ce qu'elle met comme investissement au service de sa croissance et les résultats, la croissance qu'elle obtient. Ok, on a posé des bonnes bases, je pense, sur cet épisode, sur un certain nombre de valorisation. La difficulté que je vois aujourd'hui, c'est que finalement, moi, quand j'investis, alors tu vas peut-être que je sors complètement et je suis hors piste, tu vas me remettre en piste s'il faut, mais moi, quand j'investis, ou la plupart des gens, quand on investit sur du Tesla, qu'on investit même sur du Vuitton, ou du Publicis, ou du FDJ, en fait, t'investis complètement au truc, tu te dis, ouais, non, de toute façon, les jeux, c'est bien, ça va marcher, et puis les Français, ils adorent ça, puis bon, voilà, mais en fait, t'écoutes éventuellement, tu vas lire 2-3 analyses, en effet, peut-être de quelques personnes là, à la limite, qui auront fait le travail, mais tu sais pas exactement comment ils l'ont fait, ni pourquoi. Mais t'y vas un peu toujours en te disant, bon, de toute façon, le marché, il est boule, moi, j'y vais, ces actions, elles sont bien. Et puis, en fait, on est plein à le faire. En fait, ça s'auto-réalise et ça fonctionne ou pas, d'ailleurs. Oui. Mais j'imagine que ça, c'est pas du tout comme ça qu'il faut bosser. Il n'y a pas vraiment de méthode, parce que chaque méthode va dépendre de tes propres connaissances et du temps que tu peux consacrer à tes investissements. Mais effectivement, moi, si je commence à rentrer dans le détail, moi, ça me paraît très simple parce que j'ai fait ça toute la journée depuis 40 ans. Mais le gars qui est... Je parlais dentiste, j'ai un cousin qui est dentiste, donc dans ma famille, il y a beaucoup de médecins. Je vois, c'est des gens qui travaillent énormément, qui sont très spécialisés comme des tas de gens, et tu peux pas en plus passer ta vie à faire de l'analyse financière qui est pas non plus, objectivement, l'activité la plus sexy qui existe. Ça amuse des gens, moi ça m'amuse beaucoup, mais j'entends bien que c'est en réalité, c'est un peu comme la comptabilité, tu vois, c'est comme tous les métiers, quand tu es à fond dedans, c'est passionnant. En fait, le métier de comptable, par exemple, moi je l'ai fait un peu pour ma propre entreprise, c'est génial. Parce que, en fait, le jeu, c'est de trouver les erreurs. C'est ça le jeu du comptable. Et là, ça devient comme un jeu de société, en vrai, tu vois. Donc c'est sympa. Donc chaque métier est intéressant. Mais c'est toujours pareil, c'est du travail, c'est de la concentration, tu peux pas tout faire. Donc après, il y a des règles de base peut-être pas de l'investissement, mais plus de l'épargne. Et là, qui sont applicables facilement, entre guillemets, par presque tout le monde. Et si je reviens, pour recentrer un peu là-dessus, du coup, sur toi, ta découverte,
d'ailleurs alors je crois qu'il y avait Benjamin Graham d'abord ou Warren Buffett, je sais pas exactement comment tout ça s'est passé. J'ai plein de questions par rapport à tout ce que tu viens de dire, parce que tu me dis à la fois il y a plein de nouveautés tout le temps et on le voit, donc c'est John Malone que je viens de citer ou des gens comme ça. En fait, toutes les choses évoluent, mais est-ce que ça veut dire que tous les préceptes du passé sont balayés au fur et à mesure? Est-ce que certains restent toujours super valables ou justement voilà, et est-ce que tu peux toi un peu me raconter quelle est la différence entre quelques très grands qui subsistent peut-être et le reste qui pour certains vont faire des je sais pas, je l'ai loupé ici, tout d'un coup je l'ai plus, mais il y avait un fonds dont tout le monde parlait il y a 3-4 ans en France qui s'est complètement craché. H2O. H2O, voilà. Oui. On avait quand même l'impression quand j'ai commencé la martingale qu'ils avaient la martingale, justement, qu'ils étaient au-dessus de tout le monde. A priori, c'était quand même des gens qui avaient la tête bien faite, tout le monde trouvait ça vachement bien. Puis bon, voilà, donc si je suis un peu l'univers du stock picking, de l'investissement depuis 1950 à aujourd'hui, alors toi tu étais plutôt depuis 80, 85 à aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu en retires et est-ce que bon, tu as lancé le sujet d'H2O. Je ne vais pas parler d'H2O parce que je ne connais pas. Mais c'est une des bases, justement, de ce qu'on appelle le value investing. Alors, bon, j'ai peut-être... on en a déjà parlé ici un peu, mais je veux bien que tu le redéfinisses. Oui, juste un mot. Donc, bon, moi, en fait, j'ai commencé l'investissement un peu naturellement comme un jeu, puisque j'ai toujours été passionné de jeux de société et notamment de Monopoly. Voilà, je trouvais ça très amusant avec cette idée de, je sais pas si c'est bien ou pas bien, enfin, il y a rien à juger, mais de gagner de l'argent. Voilà, c'est un truc qui, ça m'a toujours, c'est un truc qui m'a travaillé depuis que j'étais étudiant. C'est un peu l'idée de outsmart, toujours le marché, en fait, se dire, en fait, il y a un peu ce côté comme sur le comptable, tu disais tout à l'heure, en fait, c'est un jeu, quoi. Voilà, c'est un jeu. On pensait comme un jeu et à ce moment-là, tout peut être amusant. Et c'est vrai que la bourse, c'est très, très amusant. Et donc, j'ai commencé ça très jeune, parce que, en arrivant à l'université, à l'ESCP. Et je me suis vite aperçu, avec quelques amis, on a découvert en fait tout seul, sans le savoir, certaines techniques, par exemple l'arbitrage de taux. Quand je suis arrivé à l'ESCP, les taux étaient à 17%, les taux à long terme. Donc, c'était le plus haut, septembre 81. Tu vois, c'était... Et je me souviens encore, dans le métro, il y avait une pub sur l'emprunt RATP. Je crois que c'était 17,5. Septembre 81. Sûrement sur Internet, tu peux le retrouver. Et puis quand j'arrive à l'école... Donc ça veut dire que tu empruntais ou tu prêtais à 17% par an. La RATP faisait une émission d'oblig à 10 ans à 17,50. Voilà. Donc si tu prêtais 100 000 euros à la RATP... Oui, c'est un forme de prêt, mais t'allais à la poste, puis tu disais, je veux acheter, ou à ta banque, je veux acheter... C'était des francs, mais bon... l'emprunt RETP, voilà. Tu donnais 100 000 euros et donc tu refilais 17 000 euros par an. Voilà, c'est ça. 1 500. Voilà, c'est ça. Bon, moi, c'était plutôt 1000 francs et machin. Mais bon. Et puis j'arrive à l'école, et là, sur les murs de la cafette, il y avait une pub des banques qui te prêtaient à 9,5. Voilà, emprunt étudiant, 9,5. Et je me souviens, même si ça m'avait frappé, j'aurais pas pensé à aller à la banque emprunter. Et, tu vois, des trucs aussi simples que ça, il faut y penser. En fait, j'ai pas vraiment pensé. C'est un de mes copains qui m'a dit, tiens, il y a un tel qui fait ça. Et donc, on l'a fait. Voilà, on est allé à la banque, on a emprunté, puis on a acheté l'emprunt RATP. Et voilà, ça s'appelle l'arbitrage de taux. C'est probablement ce que faisaient des gens comme H2O. Et alors, je vais te dire comment éviter, parce que je crois qu'effectivement, c'était pas un très bon investissement. Enfin, ça dépend quand est-ce que tu es rentré, sorti, etc. Il y a peut-être des gens qui ont gagné de l'argent avec H2O, sûrement, mais un des moyens d'éviter ce genre d'événements désagréables, en fait, c'est la première base la première règle du value investing, c'est de comprendre ce que tu fais. Okay, tu n'investis que dans des choses que tu comprends. Donc,
t'es pas obligé de comprendre, de savoir comment ça marche le moteur d'une voiture. Okay, mais par contre, faut que si tu veux acheter du Renault, faut que tu comprennes le marché de l'automobile. Faut que tu saches que c'est qu'une voiture. Il faut que tu... Combien sont vendus par an, pourquoi les gens... Il se trouve que ça, oui, c'est tout le monde peut comprendre à peu près, et puis tu lis 2-3 trucs, tu vas à peu près comprendre, toi. Mais puis c'est couvert tous les jours. Je veux dire, tu as des pages automobiles tous les jours dans les Échos. Voilà, tu peux être passionné, tu peux dire, tiens, il y a... la 205, ça, mais parce que c'est un truc qui m'a marqué. La 205, j'avais un cousin qui travaillait chez Peugeot et il m'a dit, waouh, la nouvelle 205, c'est canon. À l'époque, c'est rentré dans une oreille, c'est ressorti par l'autre et tu vois, j'ai pas réfléchi plus que ça. Mais en fait, voilà, avec ça, tu pouvais acheter du Peugeot parce que tu savais que la voiture qui était au fond du trou et qu'il y avait une voiture canon qui arrivait. Bon, H2O, typiquement. Moi qui suis un professionnel, j'ai regardé j'ai essayé de regarder ce qu'il faisait. J'ai jamais compris. Pour moi, c'était toujours incompréhensible. Comment tu peux faire avec des fonds obligataires du, je sais pas combien, 20 ou 25% par an. J'ai pas réussi à comprendre. J'ai dû lire un truc une fois et j'ai absolument rien compris. Donc moi, c'est tout de suite, ça ne va pas plus loin que ça. Hop, terminé. Ça m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, par exemple, si je vais chez moi, le principe même d'un fonds comme l'Onvia, c'est quand même que vous allez pouler un certain nombre d'actions, prendre. Mais toi, tu me dis que si je dois rentrer, enfin, tout ça est assez basé sur la confiance. Si je dois rentrer chez l'Onvia, moi, j'ai une tendance à me dire, mais moi, c'est juste que je vais externaliser ce truc-là. J'y connais rien, je comprends rien, ni aux voitures, ni à l'aérospatiale, ni à, je sais pas quoi, l'impact, etc. Et donc, je leur donne mon argent, ils se débrouillent et puis ils m'en rendent un rendement. Oui, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une règle générale de la bourse et des investisseurs en général, c'est que psychologiquement, tu vas toujours acheter après la hausse et tu vas vendre après la baisse. Pourquoi ? Si tu ne regardes que les prix, le seul indicateur que tu as, si tu n'es pas un ordinateur, tu vois, avec de l'intelligence artificielle, etc., tu es un mec basique comme moi, sur le sujet des prix, le seul indicateur que tu as, c'est la hausse. Donc ça monte, tu vas acheter, puis quand ça baisse, si ça baisse, c'est que c'est pas bon, j'ai peur, je vends. Voilà. Et en fait, ce qui est extrêmement important à savoir, c'est que malheureusement, les investisseurs ne reproduisent absolument pas. Je vais parler des fonds pour les choses plus simples, mais c'est sûrement pareil sur les ETF. Les investisseurs, les clients des sociétés de gestion ne reproduisent pas la performance des fonds qu'ils achètent. Okay ? Donc, il y a un des gérants, dont je me souviens toujours pas le nom évidemment, mais un des gars les plus connus de la société américaine s'appelle Fidelity, c'est un très grand gérant dans les années 70-80, qui avait fait le calcul, et en fait il s'était aperçu que ses clients ne reproduisaient que 70% de la perte de ses fonds. Donc si son fonds avait fait 100% de hausse, ses clients en fait ils faisaient 70%. Voilà. C'est un peu contre-intuitif parce que tu te dis mais attends, comment ça se fait, puisque ils devraient faire pareil, puisque le fond c'est les clients. Mais en fait non, parce que les clients achètent une fois que le fonds a monté. Donc le fonds devient, tu vois, par exemple le gars il gère 100 millions disons, et puis le fonds il fait x2, donc ça fait 200 millions, puis là les mecs et les gens ils mettent 1 milliard, tu vois, alors le fonds ça devient 1,2 milliard, puis à ce moment là ils divisent par 2, donc à la hausse les gens ils ont gagné 100 millions, à la baisse les gens ils ont perdu 600 millions. Okay, donc sur cet exemple qui est théorique, exagéré, en réalité le fonds il a quand même fait il est à zéro, mais les gens ils ont perdu 600 millions. Tu vois, donc et ça c'est général, hein. La société de gestion qui te dit non, moi c'est pas comme ça, c'est pas vrai. C'est intéressant parce que ça veut quand même dire que donc dans les notes, et on va revenir après sur justement comment Warren Buffett et tous les gens que tu peux regarder on gère ça sur le long terme, mais qu'on peut garder sur cet épisode déjà, c'est se dire
quand on te dit un sorte de signal faible qui est déjà très fort, regarde ce truc, c'est super monté, c'est monté énormément, c'est vraiment le truc dans lequel il faut aller, t'as déjà loupé en fait souvent une grosse quand le buzz se fait, la hype se fait, t'as déjà loupé une grosse partie de la hausse, quoi, c'est ça? Oui, en théorie, oui, c'est-à-dire que là aussi, on peut parler pendant des heures de ça. C'est le fait que le marché soit efficient ou non. Donc, et le marché, bien sûr qu'il est efficient. Le marché, il est efficient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il valorise correctement toutes les entreprises qui sont cotées. Et donc, ça veut dire que toutes les informations qui sont disponibles, elles sont déjà dans le marché. Voilà. Donc, oui, effectivement, si quelqu'un vient te voir et dire « Ouais, génial, Amazon, regarde, c'est super, ça marche vachement bien. » Oui, tu as déjà loupé peut-être x5, mais derrière, ça va faire encore x100, tu vois. Donc, c'est pour ça que la réponse n'est pas si évidente que ça. Mais pour en revenir sur les clients investisseurs qui ne reproduisent pas la valorisation des fonds, pour éviter en fait ce phénomène, un des moyens, c'est justement, ça demande quand même un minimum de travail. Il n'y a rien que tu peux faire sans rien faire. Donc, soit tu as un conseiller financier. Ce que je recommande à tout le monde, il faut chercher un bon conseiller financier, mais tu n'as pas toujours les moyens. Il faut quand même un peu d'argent pour faire ça. Mais sinon, ce qu'il faut, c'est établir une vraie relation de confiance avec un gérant de portefeuille et de comprendre ce qu'il fait. Donc, je parle de H2O, moi je les connais pas, je veux pas dire du mal des gens, c'est pas ça, mais c'est complètement personnel ce que je dis. C'est, voilà, moi, je regarde le truc, je comprends pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dès que ça va baisser, je vais paniquer, je vends. Voilà, je panique, je vends. Okay. Bon, en plus, là, il se trouve que je suis un professionnel. Si je comprends pas, c'est un peu embêtant. Mais il y a des tas de trucs que je comprends pas. Il y a des trucs extraordinaires que j'ai pas compris. Donc, c'est pour ça, moi, je vais pas te dire qu'un truc, c'est pourri. Et je vais te dire, je comprends pas. C'est tout. C'est pas un jugement. Toi, ça te permet tu sors du jugement, tu dis, voilà, désolé, j'ai pas compris. Ah, ça a fait x10. Tant mieux, quoi. Je veux dire, voilà, c'est bien, quoi. Mais moi, je comprends pas, j'ai pas compris, c'est pas grave. C'est hyper important parce que c'est valable en plus dans plein de marchés. Je veux dire, souvent, quand je vais avoir un expert de l'immobilier, il va me dire, achète dans des zones que tu connais. Parce qu'en fait, toi, tu sais, souvent tu sens si ça va monter, si ça descend, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Il y a une déchetterie qui ouvre à côté, il y a je sais pas quoi, il y a plus de touristes, c'est pas assez. C'est la base de tout, de toute la vie, de tout. Tu vas pas... Tu vas pas ouvrir une boulangerie si t'es pas boulanger, quoi. Donc. Et ce qui est sûr, pardon, j'y pense, mais tu vois, moi j'ai pu dire à ma femme en 2009, va bosser chez Facebook plutôt que d'aller chez Orange où elle avait 2 offres en même temps, et très tôt en 2009 et c'était la meilleure décision de sa vie d'ailleurs. Bien sûr. Mais autant en carrière que financière. Mais tu vois, moi, j'ai pas investi à ce moment-là sur Facebook ou sur Twitter, alors que depuis 2007, j'étais à fond sur ces trucs-là. Et je serais rentré, tu vois, pré-IPO, je sais pas si ça aurait été possible, mais à l'IPO, voilà. Et en l'occurrence, c'est des secteurs que je connais très bien, puisque je suis dans la tech depuis toujours. C'est ça. Et je suis rentré beaucoup trop tardivement sur la plupart de ces valeurs, alors que j'aurais pas trop flanché, je pense, pour autant. Ouais. C'est vrai que... C'est la première règle. Mais encore une fois, tout ce que je vais te raconter sur le value investing, ça paraît extrêmement basique. Mais ce qui est amusant, c'est que moi, quand j'ai découvert ça, donc en lisant un bouquin qui s'appelait Warren Buffett Way, pour moi, ça a été une véritable révélation sur des trucs hyper simples. Okay. Et pourquoi est-ce qu'on n'avait pas compris ça avant? J'en sais rien. Ok. Je pense que c'est dû au fait que la bourse était vue comme une espèce de casino et que voilà, c'était un secteur d'activité qui n'était pas très développé, donc qui intéressait pas grand monde. Et puis les marchés financiers, ils ont explosé depuis une quarantaine d'années. Hein, les market cap, il y a 10 fois plus de boîtes cotées. Enfin, c'est vrai qu'on disait jouer en bourse. Hein, ce que tu voilà. Ouais. Moi, en 81, on disait jouer en bourse. Et souvent, les gens perdaient, puisqu'en fait, en 81, le marché, il avait juste rien fait depuis une vingtaine d'années.
voire il devait être plus bas même que 20 ans avant, tu vois. Le plus haut, je crois, aux États-Unis, c'est en 66. Puis ensuite, il y a eu des hauts et des bas, mais en gros, le marché, il a rien fait du tout. Voilà, donc la base, c'est ça. C'est déjà la première règle que j'ai découvert dans ce bouquin, c'est d'arrêter, là c'est plutôt de la psychologie, c'est d'arrêter de considérer les actions comme des petits bouts de papier, des petites lumières qui clignotent sur un écran, mais vraiment comme les entreprises. Donc, de pas acheter une action Facebook, mais d'acheter Facebook. Okay, tu es propriétaire de Facebook et tu as une vision globale de l'entreprise. C'est le cas, hein, en l'occurrence, alors en particulier, sauf si c'est des répliques virtuelles, mais en l'occurrence... c'est ce qu'il faut avoir dans la tête. Ouais. Mais en l'occurrence, quand tu achètes une action, tu as généralement un droit de vote lié. Participation bénéfice. Ouais. C'est exactement, c'est pareil, que tu aies une action ou 1 million d'actions, c'est exactement pareil. Mais il faut juste se mettre ça dans la tête. Et donc, voilà, la première règle, c'est ça. Et donc, oui, ça peut être appliqué un peu par tout le monde, ça. Comment tu fais ? Déjà, un truc très important, effectivement, c'est ton travail. L'entreprise dans laquelle tu vas rentrer, c'est sûr que c'est pas évident à faire, mais si tu peux rentrer dans une société qui est dynamique, qui a du potentiel, etc., forcément, déjà c'est un bon investissement pour ton travail, mais aussi en termes de connaissances. Tu peux investir dedans dans ta société. Tu peux investir dans ta société, ou tu vas connaître le secteur, ou voilà. Donc la première règle, c'est de comprendre les choses et de s'intéresser aux choses. Tu vois, c'est beaucoup de curiosité. Je vais imaginer un truc que tu viens de dire potentiellement. Tu vas me dire si j'ai raison, mais je prends un ortho. Tu parlais de dentiste tout à l'heure, par exemple, un orthodontiste qui découvrait il y a quelques années une boîte qui s'appelle Invisalign, qui fait des appareils. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est de l'impression 3D et toutes les semaines. J'imagine. Et donc toutes les semaines, au lieu d'avoir des bagues et de s'emmerder à te mettre des bagues et faire un truc hyper complexe, ils vont te faire un scan, panneau scan de tes dents, et puis ils vont te donner pour toutes les semaines, tu vas changer une sorte de dentier que tu vas mettre, quoi, des gouttières. Et puis voilà, cette boîte Invisalign, je sais pas où elle en est aujourd'hui, mais au moment où j'ai regardé, quand moi j'ai fait du Invisalign, j'ai regardé, la boîte, elle valait 15 milliards en bourse. Et en fait, t'as tellement tous les orthos de France qui se gavent probablement, mais qui ont changé leur manière de bosser sur du Invisalign, plutôt que dès qu'ils peuvent ne pas mettre des appareils, que en fait cette boîte elle a explosé, mais littéralement explosé. Elle se fait copier dans tous les sens, etc. Désormais. Et donc voilà, je reprends ce que tu dis. Si t'es dentiste ou orthodontiste, que tu découvres ce truc assez tôt, que tu te dis c'est génial et que tu vois qu'elle est cotée en bourse, en gros t'y vas, quoi. C'est un peu l'idée. Oui, c'est un exemple typique, effectivement. Le gars qui est dentiste, oui, il peut avoir une information avant les autres, puisque, donc en fait, la définition il faut comprendre ce que c'est qu'un marché efficient. Donc, le marché efficient, c'est un marché dans lequel toutes les informations sont valorisées par le cours de bourse. Oui, mais toi, si tu as une information que le marché, il n'a pas, donc, par exemple, t'es dentiste, effectivement, tu découvres le produit dans les premiers parce que le vendeur, il t'a mis, ton nom commence par A et il t'a appelé en premier. Oui, c'est sûr que là, si tu vois que le produit est génial, que les clients sont contents, etc., mais ça va être un travail, tu vas pas voir ça tout de suite, peut-être. Et c'est pour ça que tu l'auras en premier. Parce que tu sauras avant les années financières que les clients sont contents et qu'ils vont remettre, ils vont s'en reprendre une autre pour la gencive de droite, tu vois. Donc 31 milliards, hello, Invisalign, pardon. Voilà, oui, ça a peut-être doublé depuis que tu as regardé. Donc ça c'est un. Donc déjà, voilà, ton propre métier. Mais après, ça peut être aussi aller faire tes courses. Discuter avec des amis. Moi, quand je rencontre des gens, j'aime bien leur demander ce qu'ils font, quelle entreprise, pourquoi, comment ça marche, etc. Moi, une fois, je faisais de la rando, je me suis retrouvé dans un refuge avec un gars qui était
ouvrier dans une usine de gâteaux surgelés. J'ai passé c'était génial, la soirée exceptionnelle. Le mec, il m'a raconté l'usine, comment ça marche, comment il fabrique les gâteaux, etc. C'était il y a longtemps, je me souviens plus très bien, mais c'est parce que tous les métiers des gens sont passionnants en fait. N'importe quel métier est passionnant si tu t'intéresses vraiment, si tu poses de bonnes questions. C'est comme toi avec tes podcasts, tu vois. Et pour autant, tu vois, je me suis gamellé sur ces trucs, donc c'est pas suffisant. Et là, tu vas revenir sur la suite parce que typiquement, un des plus beaux gadins que j'ai pris depuis 1 an, c'est une boîte qui s'appelle Jumia, qui est faite par des Français basés aux États-Unis, qui est cotée au Nasdaq, et je dois être à moins 86% quand même sur 1 an, donc ça fait pas mal. Bon, heureusement, j'avais pas mis beaucoup d'argent, mais quand même. Et en fait, je l'ai écouté, mais je me suis dit, ok, c'est bon, quoi. J'ai compris ce qu'ils faisaient, je comprends pourquoi. Ils sont forts, ça va marcher, etc. Et aujourd'hui, en fait, bon, je me suis comme toujours un peu assis sur mes investissements, donc je me dis, bon, on verra sur du long terme. Mais le moins 86, je t'avoue que je me dis, bon, faudrait que je double maintenant peut-être parce que j'ai tellement perdu que finalement, si ça remonte un peu, mais ma strat est probablement pas bonne. Mais tu vois, ça suffit pas. Elle était soit trop valorisée, soit, en l'occurrence, en plus, je connais pas. J'ai juste passé 2 heures avec le bonhomme, tu vois. Alors, quels autres ingrédients, du coup? Bon, Amazon, ça a perdu un jour 94%. En 2000, je crois que c'était en novembre 2001, tu vois, par rapport à 2000, 95% de baisse. Donc, tu as encore de l'espoir. Oui, ça suffit pas parce que la deuxième règle, enfin, c'est pas la deuxième, mais une deuxième règle de l'investissement selon Warren Buffett, Benjamin Graham, ça on pourra voir à qui ça appartient, mais une deuxième règle, c'est ce qu'on appelle la marge de sécurité. Alors là, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que une fois que tu as toutes ces informations, une fois que tu as à peu près compris, etc., le métier, si tu veux être un peu pro, que tout le monde ne peut pas faire, parce que bon, c'est du temps et un savoir-faire, il faut valoriser l'entreprise. Donc, ce que toi, tu n'as pas fait du tout. Et là, c'est compliqué. Il n'y a pas de mathématiques. C'est plus et moins. C'est maths de 4e à peu près. Mais bon, faut quand même un minimum savoir le faire. Et cette deuxième règle, ça s'appelle la marge de sécurité. C'est donc d'essayer d'acheter moins cher que la valeur estimée de l'entreprise. Voilà. Et c'est pas évident. Et c'est pas une science. Tu sais pas, en fait, vraiment. Mais voilà, tu dis, voilà, ça vaut à peu près 100. OK? Si ça vaut 50, ça s'appelle la marge de sécurité parce que tu peux te tromper. Et c'est là où, en l'occurrence, je reviens un peu sur le PER dont tu parlais tout à l'heure, le price earnings ratio, donc ça doit être assez lié quand même, le valeur de l'entreprise. C'est un indicateur. C'est un indicateur, de valorisation. Mais tu vois, typiquement, je prends le price earnings ratio de Tesla il y a 2 ans et demi. Il devait être pourri par rapport à celui de ce qui est désormais Stellantis, PSA, enfin ou Renault, mais il n'empêche que valait quand même mieux investir il y a 2 ans et demi dans Tesla que dans et donc c'est là où c'est tout ça éminemment compliqué et je vais aussi sur une question parallèle à celle-ci, c'est que justement j'ai l'impression que Warren Buffett et Berkshire Hathaway en particulier, il y en a d'autres qui font pareil, mais on va dire la vague du value investing dans l'absolu s'éloigne un peu souvent de ces sociétés qui brillent trop. Toutes les grosses valeurs de la tech, en tout cas Warren Buffett, il y est jamais trop allé. Il va être dans du Mastercard, il va être dans certaines compagnies, non pas Mastercard, c'est American Express, je crois, lui, certaines compagnies aériennes, certains secteurs très précis. Il va avoir un gros portefeuille comme ça, il va rester très longtemps. Il va avoir de l'impact sur les décisions aussi un peu, non, je sais pas. Pas forcément. Pas forcément. En règle générale, précisément, il soutient toujours les managements parce que lui, il choisit des entreprises extrêmement bien gérées, enfin, qu'il estime extrêmement bien gérées. Donc, il veut surtout pas trop leur donner de conseils. Et je pense qu'en réalité, lui, il est actionnaire de centaines d'entreprises, au moins 100, tu vois. Donc, il peut pas. Il les connaît toutes par cœur, mais. Oui, il y a des gars qui doivent l'appeler, mais alors ce que tu dis est vrai sur les boîtes techno, sauf qu'aujourd'hui, ces plus gros investissements, c'est les boîtes techno.
qu'il a acheté très cher. Et Berkshire Hathaway, ils ont de l'Amazon et de l'Apple. Apple, ouais. Et Apple, je sais pas, ça doit être... c'est énorme. Je sais pas, mais ça doit être au moins 25% de la valeur de Berkshire Hathaway. Et donc... mais si tu veux, ces principes... Bon, c'est toute une histoire, mais c'est ce que je te disais, l'investissement, c'est un savoir-faire qui évolue. Et c'est certain que je peux te raconter un peu mon évolution personnelle. Ouais. C'est pas que je veux parler de moi, c'est pas ça. Non, ça permet de comprendre. C'est l'objectif. Comment tu évolues et peut-être comment les gens qui nous écoutent peuvent ressortir quelques idées. Donc moi quand j'ai démarré, si tu veux, je savais jouer au Monopoly, mais c'est à peu près tout. Et donc cette histoire d'arbitrage de taux, si tu veux, c'était pas totalement évident puisque quasiment personne le faisait et moi j'ai hésité. Je me dis oui, mais il peut se passer ci, il peut se passer ça, etc. Il y a des tas de trucs. La RATP peut faire faillite, des trucs comme ça. Enfin, sinon, tu vois, c'est pas très compliqué. Tu t'empruntes en gros à 10 et tu repasses à 17. Bon, ça va, quoi. Tu gagnes 7% par an. Voilà, tu peux pousser le truc au maximum. Tu vas prendre 10 millions. Et puis tu comprends. OK ? Bon, le deuxième truc, après j'ai fait d'autres trucs, je me souviens plus, sûrement n'importe quoi, mais à ce moment-là la bourse montait plus tôt, donc c'est pas très grave de faire n'importe quoi, mais le deuxième truc raisonné que j'ai fait avec un ami qui s'appelle Hervé Ragagnon, voilà, j'ai fait son nom, il m'a dit, ouais, il y a une filiale de Saint-Gobain, dont j'ai évidemment totalement oublié le nom, qui vaut le tiers de sa trésorerie. C'est-à-dire que c'est une boîte qui avait 100 de trésorerie. Ouais. Elle faisait je sais pas quoi. Je crois qu'elle faisait rien. Une espèce de ça veut dire qu'en banque, elle valait 30. En banque, sur son compte en banque, elle avait 30. Elle avait 100, pardon, voilà, juste pour bien expliquer. Voilà. Et elle valait 30. Voilà. Donc, à moins d'avoir en face des dettes inconsidérées. Il n'y avait pas de dette, il y avait rien. Il y avait des pertes incroyables ou des choses comme ça. C'est juste une aberration. Ça marche pas. Quoi, voilà. C'était peut-être plus que ça. Après, j'y réfléchis. C'était peut-être une histoire de corruption aussi, de trucs politiques. Parce que, il y avait quand même des gens, on en parlait. Enfin, on avait entendu parler ça par des gens à la bourse. Et donc, forcément, peut-être que. Tu sais, il y a l'histoire en 80, il y a l'histoire sur les privatisations. Ouais. On ne devait pas être les seuls à avoir acheté ça, et il y avait sûrement des gars bien informés. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une OPA, tu vois, voilà, c'est une OPA à la Trésor. Donc, on a fait du jour au lendemain, un jour, pof, on a fait x3. Comme ça. Donc, ça aussi, c'est une technique. L'OPA au public d'achat, donc il y a quelqu'un qui a dit, moi, je vous rachète à 100. Saint-Gobain. Voilà, Saint-Gobain a dit, moi, je vous rachète à 100, vous valez 30. Voilà. Alors, pourquoi cette boîte était restée cotée, j'en sais rien. Peut-être que c'était une histoire de magouille, j'en sais rien. Ou voilà, ils avaient oublié. Et puis, bon, enfin bref. Mais ça aussi, c'est une technique de value investor, d'investisseur de Benjamin Graham, que faisait Benjamin Graham dans les années, après la crise de 29, c'est d'acheter des entreprises moins chères que ce qu'on appelle les actifs tangibles. Donc, les stocks, la trésorerie, le portefeuille de clients, tu vois, le post-client, les gens qui doivent de l'argent. Bon, ça peut valoir moins cher que ce que tes clients peuvent faire faillite. Mais la trésorerie, le stock, en général, ça va pas disparaître, quoi. Donc, là, faut être très expert pour rentrer dans ce genre de considération. Faut avoir des analystes ou. Il faut savoir un minimum lire des comptes. Mais c'est pas dur, tu vois. T'es pas obligé de faire de la stratégie, ou tu peux faire ça en comprenant très très peu de choses. Ce qui était mon cas, tu vois. Tu sais pas ce que c'est qu'une stratégie. Stratégie, je savais pas ce que ça voulait dire, tu vois. Marketing, tout ça. Je ne savais pas lire un compte de résultats, tu vois, quand j'ai fait ça. Donc facile. Donc ce que je veux dire, c'est que évidemment, ça veut dire qu'il faut commencer par des choses faciles. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ça, c'est toujours reproduible. Alors, qu'est-ce qui est facile ? J'en sais rien. Ça dépend de toi, mon gars. Toi, tu vas être, je sais pas, pour toi, ça va être facile de comprendre la technologie. Voilà. Puis un autre, ça va être, voilà. Bon. Alors après, il faut avoir de la chance qu'il y ait des opportunités dans les choses que tu connais. Ok ? Donc ça, effectivement, ça, c'est de la chance. Parce que les opportunités arrivent. Après, les saisir, c'est pas de la chance. Mais
Donc il y a un côté chance évidemment. Mais comme dans tous les invests, les opportunités, il faut quand même ouvrir les écoutilles à mort parce oui, que voilà, c'est ça. Elles passent quand même tout le temps, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est des premières techniques. Ensuite, j'ai fait des tas de bêtises en perdant de l'argent, etc. Donc je m'apercevais quand même que je comprenais pas grand-chose à ce que je faisais et qu'il valait mieux pas trop faire d'investissement. Donc ça aussi, c'est un principe important dans l'investissement, c'est dire non quasiment tout le temps. Okay, précisément parce que tu comprends pas. Et puis, ça, c'est un grand principe. Sur le private equity, oui, voilà. J'ai toujours envie d'y aller parce que je suis très enthousiaste. Les gens ont l'air sympas. Puis ils me disent tel FOMO qui arrive là-dessus. Ils me disent il y a un tel qui est là, un tel. Ah ouais, super. Tu comprends toujours pas, machin. Et puis tu te dis. Il faut se forcer à dire non. À dire non parce que c'est voilà. Puis tu vas louper plein de bons trucs évidemment, mais c'est pas grave. Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait des trucs simples, genre il y avait un truc qui s'appelait les certificats d'investissement. C'était en fait à l'époque. Des banquiers avaient réussi à vendre ça aux boîtes, c'était pour se faire des commissions, parce que ça n'avait aucun intérêt. Ils avaient fait des augmentations de capital où ils scindaient l'action en 2 morceaux, des certificats d'investissement et des certificats de droit de vote. Voilà. Okay. Le droit de vote, tu pouvais voter. Le certificat d'investissement, tu pouvais encaisser les dividendes. C'est des actions sans droit de vote. Sans droit de vote, et de l'autre côté. Mais la particularité, c'est que tu avais le droit de vote coté aussi à côté, et si tu achetais les deux, tu pouvais revendre une action. Ok. Tu vois? Bon, donc, tu aurais pu imaginer que le certificat d'investissement vale beaucoup plus cher que le droit de vote, parce que le droit de vote, finalement, on s'en fout, tu vois. Surtout que c'était L'Oréal, tu vois. L'Oréal, ça va, il n'y avait pas d'OPA, c'était contrôlé, etc. Non, en fait, c'était le certificat d'investissement, il valait 30% du prix de l'action, et le droit de vote, 70%. Donc, ça veut dire que si L'Oréal cotait 100, toi, tu pouvais acheter le certificat d'investissement à 30. Ça veut dire que si L'Oréal avait un rendement de 2%, ce qui était le cas, toi, tu avais 6% de rendement. Ouais. Ça veut dire que si L'Oréal avait un PE de 20, toi, tu achetais du L'Oréal avec un PE de 6. Voilà. Donc, voilà, c'est des trucs faciles. Donc, après, il y a un autre concept. Le problème, c'est qu'il y a 10 000 concepts. En même temps, c'est le temps. Mais bon, tu vois, parce que pour faire ça, donc cette histoire pour acheter les certificats d'investissement L'Oréal, il fallait avoir du temps. Pourquoi? Parce que si la décote était 70, ça veut dire que elle n'avait pas été 70 dès le premier jour. En fait, elle a augmenté de jour en jour. Et donc, si tu avais acheté le certificat d'investissement avec une décote de 40%, okay, ça veut donc dire que si l'action valait 100, toi tu l'as acheté à 60. Okay, et si après la décote passe à 70, ça vaut plus que 30. Tu as juste perdu 50%. Ouais. Donc tu peux gagner 6% par an, mais c'est une catastrophe. C'est l'horreur. Tu as perdu 50%. Si tu n'as pas les nerfs, tu peux te jeter par la fenêtre. Donc, si tu n'as pas le temps devant toi, si tu dis pas, non, attends, moi je suis là pour les 20 prochaines années, donc je m'en fous, parce que 40% de décote, c'est quand même énorme. Je vais toucher les mêmes dividendes que mon voisin qui a l'action, et forcément, à la fin, si tu veux, je vais finir par avoir 2 fois plus de lui que lui, puisque j'aurai 2 fois plus de dividendes. Si tu n'as pas le temps, tu vas pas le faire, parce que tu vas dire, ah oui, mais merde, si jamais la décote, elle passe à 90, tu vois. Et à ce moment-là, là, tu te fais vraiment rincer, là, tu divises par 3 encore. Tu as déjà divisé par 2, tu redivises par 3. Donc là, ça devient un drame total. Donc, mais si encore une fois, tu as le temps devant toi, le raisonnement n'est plus le même. C'est Jeff Bezos qui disait que à 3 ans, c'est très difficile d'avoir une idée originale et qui peut fonctionner. Parce que tout le monde va penser à 3 ans. Toutes les boîtes vont faire des plans à 3 ans. Mais si tu raisonnes à 7 ans, alors là, il y a beaucoup moins de monde. J'avais lu ça quelque part. Ouais. C'est super comme raisonnement. Ben oui, et encore une fois, c'est des choses c'est intéressant parce que c'est pas une question de QI. Il disait que tout le monde peut faire ça. Il disait qu'il fallait faire du 1 an et du 7 ans, mais pas du 3 ans. Je crois que c'est ça. Il fallait faire du court terme et du long terme, mais pas du moyen terme. Du court terme, c'est ce que tu peux faire tout de suite pour améliorer ta boîte tous les jours. Ouais. Le long terme, c'est la stratégie, c'est les risques que tu vas prendre, etc. Donc, voilà. Donc, moi, je me souviens pour mes clients, parce que j'ai des brokers. Donc mes clients, c'était des clients institutionnels. Eux, ils pouvaient pas acheter ce certificat d'investissement parce qu'ils me disaient, mais François, tu comprends, si je perds 10% avec du L'Oréal, c'est pas grave. Mais si je perds 10% avec ton truc pourri, je me fais virer. Parce que les gens vont me dire, mais comment tu as pu acheter cette merde? Regarde, L'Oréal s'est monté et les certificats d'investissement a baissé, tu vois.
Et donc, ton patron risque de te virer, quoi. Donc c'est la notion de temps qui est absolument fondamentale. Voilà. Et donc, après, évidemment, je faisais des tas d'autres choses, mais en termes d'investissement raisonné, en termes de process d'investissement, je faisais des trucs très simples, ok, qui marchaient. Tu avais aussi, à une époque, tu avais la holding de tête du groupe Arnaud qui était décotée de 90%, tu vois. Bon, ça, c'est plus compliqué à calculer spotter, parce qu'il y avait toute la cascade de holding. Mais c'était la décote de la décote de la décote. Tu vois, tu avais LVMH, puis en dessous, tu avais Christian Dior, puis ensuite, tu avais le Bon Marché, puis ensuite, tu avais je sais plus quoi, puis à la fin, tu avais Arnaud et Associés, décoté de 90%. Bon, ok, ça, une fois que tu le sais, c'est pas très compliqué, mais encore une fois, il y a plein de gens qui le savaient, qui le faisaient pas, tu vois. Donc, voilà. Mais, donc, en lisant ce bouquin, Warren Buffett Way, j'ai découvert un vrai process d'investissement, une vraie stratégie d'investissement et des raisonnements très très simples et qui fonctionnent. Alors, est-ce qu'ils fonctionnent toujours ? Bien sûr, ils fonctionnent toujours. Mais avec des évolutions, parce que un truc qui est assez extraordinaire avec la bourse, c'est que dès qu'une technique dès que tu connais, que tu comprends une technique, en général, elle ne marche plus. Pourquoi ? Parce que tout le monde le fait. Okay ? Donc, il y a énormément de gars, par exemple, qui ont découvert des espèces de formules magiques où tu achetais. Moi, je me souviens, j'avais un gars comme ça quand j'ai commencé à bosser. Il gagnait tous les jours de l'argent en achetant des futurs sur le CAC 40. Parce qu'il faisait un truc du style, si le cours d'ouverture est plus bas que la moyenne des cours du jour précédent, mais plus haut que la clôture de 3 jours avant, tu vois, ça veut dire qu'il va se passer je ne sais plus quoi, ok ? Ça marchait tout le temps. Et puis un jour, on dit, ouais, génial. Ben, on s'est mis à tous le faire. Et moi, le jour où j'ai commencé, ça n'a plus marché. Et ensuite, ça n'a plus jamais marché. Voilà. Donc c'est marrant. Et le gars, il faisait ça depuis 3 mois, tu vois. Voilà, parce qu'effectivement, il y avait des séries comme ça qui se produisaient. Si je comprends bien la différence dans le value investing par rapport à ça, c'est que là, t'es dans des stratégies souvent qui sont pour t'enrichir rapidement. Et si je reprends un épisode que j'ai pu tourner aussi, l'une des forces de Warren Buffett et de beaucoup de fonds en fait auxquels tu as participé, voilà, c'est aussi de se dire nous, on est sur du long terme, quoi. Et on va pour s'enrichir. Alors, je reviens sur tes 7 ans. Mais en fait, je regarde pas tout de suite à la fin de l'année, au quarter, tout le temps, etc. Après quarter, je vais vraiment me dire, je rentre là-dedans, je hold tight, je tiens, et puis j'avance. C'est ça, hein. C'est ça. Mais ça suffit pas. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. En fait, à chaque fois, tu peux dire, mais ça suffit pas. Parce qu'il y a toute une série de trucs. Et à la limite, tu peux suivre toutes les règles. Et puis à la fin, tu dis, mais ça suffit pas. Mais c'est la base. Si tu raisonnes pas comme ça, là, tu es sûr que ça marchera pas. Et ces livres de Warren Buffett Way ou Benjamin Graham, ce sont des livres que tu recommandes toujours aujourd'hui, qui sont toujours... Alors, Warren Buffett Way, je pense que j'ai dû lire, ou en tout cas certains passages, au moins 10 fois. D'accord. Donc, c'est sûr que si moi je le relis aujourd'hui, je vais un peu m'emmerder, mais je pense que ça a quand même un peu vieilli parce que une bonne partie de ce que tu vas lire là-dedans, en tout cas pour les professionnels, hein, c'est devenu assez évident. C'est pour ça que c'est pas que ça marche plus, mais ça marche moins bien, c'est moins facile. Voilà. En lisant Warren Buffett en 95, j'étais vraiment parmi les tout premiers en France à le lire, et même aux États-Unis, il venait d'être publié, c'était un coup de bol. Moi, je lisais tout ce qui traînait sur l'investissement, je lisais tout, mais il fallait encore le lire tout de suite, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il faut lire maintenant ? Écoute, alors un bouquin que j'ai relu, j'ai pris quelques notes. C'est un livre qui est pas tout à fait un livre d'investissement, mais plus un livre sur l'épargne. Ok. En fait, bon, celui-là, c'est sur voilà, ça s'appelle alors désolé. Vas-y. En anglais, ça s'appelle The Psychology of Money. Ok. Mais tu regardes, ça avait sûrement traduit en français.
Maintenant, c'est traduit de plus en plus vite. Avant, le Warren Buffett, toi, tu fais la psychologie de l'argent, a priori. Oui, c'est ça. Ouais. Morgan Housel, je sais pas si... Oui, ça doit être ça. Ouais. 19 histoires courtes. C'est pas ça ou pas? Ah non. Non, ok. Bon, bah alors, la psychologie. Ok, bon, je vais le mettre, t'inquiète pas. Ok. Ouais, donc... En fait, donc c'est plus ça. C'est plus sur l'épargne. Et c'est un livre, en fait, qui explique que, justement, l'investissement, bien sûr, il y a quelques techniques, il y a quelques formules, mais que le plus important, c'est pas ça, c'est la psychologie, en fait. C'est l'état d'esprit, c'est ce qu'il appelle le psyché, enfin, tu vois, tout ce qu'il y a dans la tête d'un investisseur. Et sur des choses que tout le monde peut faire. Donc, en réalité, donc, ce qu'il explique, c'est que c'est important d'avoir des économies, que c'est pas seulement une question d'argent, c'est une question aussi de liberté. La liberté de faire ce que tu veux, de changer de travail, la liberté de prendre des risques. Si tu as 0 économie, pas aller au travail le lendemain ou monter ta start-up ou même changer de travail. Oui. Si tu changes de travail, c'est stressant. Si tu as un peu d'économie, tu dis ok, je vais changer de travail. Si je me fais virer, c'est pas un drame parce que j'ai mis un peu d'argent de côté. Voilà, donc ça c'est cette liberté, mais c'est aussi la liberté un jour de mettre le paquet. Tu tombes sur un investissement génial et à ce moment-là, tu as du cash. Ça, c'est hyper intéressant. Bien sûr. Ce que je veux dire, te dire, en effet, on ne le réalise pas forcément. Mais si tu as la super idée que tu n'as pas de fric, voilà. La super opportunité, le super truc, et que tu ne peux pas y aller, tu vas toujours regarder les autres qui ont du fric en disant, putain, pourquoi pas moi, alors que, en effet, tu aurais pu le faire plus tôt. Moi, la meilleure opportunité, la plus facile, la plus évidente, et en creusant avec un potentiel énorme, c'est vrai que j'ai eu un peu de bol, parce qu'à ce moment-là, j'avais du cash, tu vois, mais j'en aurais eu quand même, hein, mais... J'aurais pu vendre, mais j'aurais pas forcément, parce que c'est dur de vendre des trucs, tu vois. Tu vas pas vendre ton appartement pour acheter un truc en bourse. Mais si tu es sûr, si tu penses que c'est Amazon et que ça va faire x600, tu peux le faire si tu veux. Mais compliqué quand même. Ta femme va peut-être pas être très contente. Donc voilà, si t'as pas d'économie, si t'as pas de cash, tu peux pas lancer la machine. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc aussi, c'est très facile à comprendre. C'est justement d'avoir le temps que joue avec toi. En fait. Le temps, c'est l'allié de l'investisseur. Donc, d'où l'importance de commencer très jeune. Oui. Okay. Alors, chacun à sa manière. Tu as des mecs qui claquent tout, qui sont très très heureux. Tu vois, et puis voilà, ils n'ont pas d'économie. C'est pas un jugement sur les gens, c'est pas bien ou pas bien. C'est juste que voilà, si jamais tu veux avoir un peu d'argent de côté, faut commencer très jeune. Et si tu prends Warren Buffett par exemple, le gars est totalement génial. Alors après, tu peux dire qu'il est fou furieux, mais toi, sans faire de jugement, le gars, en fait, il a commencé à gagner de l'argent, mais je ne sais pas, il va avoir 7 ans. Tu vois, il allait acheter à l'épicerie du coin des bouteilles de coca, puis il les revendait une par une au porte-à-porte. Alors évidemment, quand tu as un gamin de 7 ans, tu t'es gentil, tu vas lui payer un peu plus cher, tu vois. Peut-être que, mais il a commencé à gagner quelques cents comme ça, puis ensuite il distribue des journaux, et puis ensuite... Donc c'est un gars il a commencé à très jeune à travailler, et très jeune à mettre de côté. Alors, à mettre de l'argent de côté. C'est un cas extrême. Aujourd'hui, sa fortune... Tu ne dépenses rien. Voilà. 120 milliards de dollars. Tu n'as pas besoin d'être à 120 milliards de dollars. Lui, effectivement, c'est un dingue, Warren Buffett. Mais c'est un mec quand même extrêmement attachant, qui s'est donné à fond. Et une des leçons à retenir, c'est que il a commencé extrêmement jeune. Et c'est là où on voit, je te parlais un peu de la magie des intérêts composés, c'est que le temps, c'est l'ami de l'investisseur
parce qu'il y a ces fameux intérêts composés. Qu'est-ce que c'est ? Les intérêts composés, c'est des multiplications, en fait. C'est je gagne 10% par an ou 15% par an, etc. Et notre cerveau n'est pas tout à fait câblé pour faire ça, mais les différences sont absolument gigantesques. Donc, les différences, si tu commences plus tôt, commence plus tard. Ouais, si tu finis plus tard, alors évidemment, rajoute un peu plus tous les mois. La difficulté, c'est ça, c'est toujours d'arbitrer. C'est-à-dire que si tu commences tôt, que tu mets un capital initial très important, c'est mieux évidemment. Si tu es capable d'avoir un effort toutes les semaines ou tous les mois plus important, c'est un levier peut-être le plus incroyable finalement aussi. Ouais. Et évidemment, le taux, quoi. Si tu fais que 2% par an ou 12% par an, ça change tout, évidemment, sur une longue période. Les différences sont gigantesques, mais finalement, le plus important, c'est le temps. Juste, j'ai noté un exemple, justement, dans ce fameux bouquin. Moi, je cite toujours mes sources. Hein. C'est que c'est le parcours de Warren Buffett qui va être comparé avec un autre gars qui s'appelle Jim Simmons. Ok, ouais, très connu. Ouais. Jim Simmons, c'est probablement un des mecs les plus intelligents de la planète. Voilà, avec un QI en tout cas, des plus élevés. C'est un mathématicien absolument génial qui aurait eu le prix Nobel s'il y avait eu un prix Nobel de maths. Ouais, ok, oui. Et ce gars-là, en fait... il y a un livre qui a été écrit sur lui qui s'appelle The Man Who Solved the Market. Donc, en gros, c'est l'homme qui a résolu les marchés. Enfin, je ne sais pas comment on traduit exactement, qui a décrypté les marchés. Et donc, en fait, la chance qu'il a eue, c'est que son domaine de prédilection en mathématiques, c'est la reconnaissance de modèles, de suites. En anglais, c'est pattern recognition. Ok. Et donc, avec des formules, ça paraît simple comme ça, mais sauf que c'est des patterns qui sont invisibles à l'œil nu, tu vois. C'est des trucs que tu peux regarder toute la journée, les cours de bourse, tu ne vas jamais voir de variation. Donc, je donne un exemple. Hein. Ils se sont aperçus... donc ce gars-là était un mathématicien, puis il s'est intéressé au marché financier, etc. Ouais. Et puis donc il cherchait des patterns, donc des modèles, des suites, tu vois, suites qui pouvaient être reconnues et prédites à l'avance. Donc une des prédictions qu'il pouvait faire, c'est que les marchés étaient toujours légèrement moins chers le vendredi soir et légèrement plus cher le lundi matin. Tu peux dire, c'est bizarre quand même, tu vois. Mais c'est des variations imperceptibles parce que le marché, il n'est pas à zéro. Comme il bouge tout le temps, tu sais s'il monte de 0,05 le lundi matin et qu'il baisse de la même chose le vendredi, tu ne vas pas t'en apercevoir. Tu vois, mais lui, grâce à ses formules de maths, il est arrivé. Donc, en fait, pourquoi c'était comme ça ? Parce que les traders, ils partent en week-end, donc ils veulent être tranquilles, ils soldent le vendredi soir et ils reviennent le lundi matin. Voilà. Mais c'est des micro-différences. Lui, après, il faut savoir en profiter, etc. Bon, c'est un exemple de truc que faisaient ces gars-là. Bon, et lui, donc Jim Simmons, au cours de sa carrière, alors, en gros, il a gagné 66% par an. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, 66% par an. Warren Buffett, lui, sur sa carrière, il a fait à peu près 22%. En moyenne par an. Voilà. Ouais. Et Warren Buffett, aujourd'hui, il a 120 milliards. Okay. Jim Simmons, il a 25 milliards. Non, les chiffres sont débiles de toute façon. Toi, on est dans le truc irrationnel, des trucs de fou, quoi. Mais tu peux dire, c'est bizarre quand même. Il y en a un qui fait 66% et l'autre qui fait 22%. Et puis c'est celui qui fait 22%. 22%, c'est un tiers. Donc est-ce qu'il a bossé 3 fois moins ? Mais en fait, les ratios sont beaucoup. Et en fait, c'est parce que Jim Simmons, il a commencé sa carrière d'investisseur en 88. Ouais. Alors que Warren Buffett, il a commencé quasiment en 1940, tu vois, à 10 ans. Et le truc qui est rigolo, c'est, dis-moi un chiffre. Donc, il a 25 milliards, Jim Simmons. S'il avait eu une carrière d'investisseur de à peu près 60 ans, à ton avis, il aurait combien, Jim Simmons, en faisant 66% par an ?
Il a fait combien là, tu m'as dit? Là, il a un patrimoine de 25 milliards. Oui, sur combien d'années? Depuis 88. 88. Donc sur 30 ans, à peu près. C'est des chiffres qui datent de 2018. Je sais pas, du coup, j'ai envie de dire beaucoup, pas 2 fois plus. Pas 2 fois plus. Mais beaucoup plus, peut-être 100. Mais combien? Du coup. Peut-être 100 fois plus. Non, peut-être 100 milliards, je voulais dire, au lieu de 25. Ouais, 100 milliards au lieu de 25. Ouais. Voilà. Oui, c'est ton cerveau te dit, voilà. Bon, en fait, il aurait plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'est pas 100, c'est probablement 100, oui, mais avec 1 milliard multiplié par 1 milliard. Tu vois, c'est des trucs que tu peux pas imaginer, ça. C'est juste, évidemment, c'est impossible. Il aurait jamais, parce qu'il y a un moment où ça marche plus quand c'est un truc d'arbitrage, là. Voilà, donc c'est juste pour dire que on a du mal avec ces histoires d'intérêts composés. Ouais. Et du long terme. Mais c'est aussi pour dire que Warren Buffett peut faire mieux que Jim Simmons en faisant ridiculement moins en termes de rendement, tu vois, mais parce qu'il a commencé beaucoup plus tôt. Et à la fois, tu vois, ce qui est compliqué pour moi dans ces approches, et puis après on va clôturer cet épisode parce qu'on est déjà bien en retard sur mon agenda, c'est que, tu vois, je suis très... en fait, j'aime beaucoup le côté rationnel, frugal de Warren Buffett, et finalement un type qui dépense peu, qui vit chichement, qui est obligé de prendre le jet parce que sa sécurité un peu et lui dit, enfin je crois que c'était un peu l'idée à un moment parce qu'il voulait pas, mais il était trop riche et les gens limite les compagnies voulaient limite pas le transporter, donc voilà, il se déplace peu d'Omaha, il a une vie vraiment simple, je crois. Oui. Donc tu te dis c'est cool parce qu'en fait c'est un mec passionné, il rentre dans ces trucs, c'est un des meilleurs, parmi les meilleurs, et à la fois tu te dis bon, c'est bien joli, mais tu vas finir le plus riche du cimetière et what's the point, tu vois, à quoi ça sert, quoi. Et c'est vrai que moi je suis toujours un peu tiraillé entre dans la finance perso, un peu psychologique, philosophique, sociologique, de dire aussi, tu vois, c'est bien de commencer très tôt, de mettre tout de côté, d'investir tout, ça marchera beaucoup mieux que si tu mets rien de côté et que t'investis rien. Bon, soit, tu vois, et le plus longtemps possible, finalement, les intérêts composés le prouvent. Et à la fois, d'un autre côté, je suis tiraillé entre ce truc de dire, mais vis ta vie, mec, tu vois, enfin. Bien sûr, mais c'est pour ça, Et c'est dur de se mettre au milieu, parce que quand t'es au milieu, comme tu le dis, c'est quand même celui qui pousse le curseur à fond qui va gagner, quoi. Non, mais tu fais ce que tu veux, comme t'as raison, vis ta vie, il y a pas de souci. C'est juste qu'il faut savoir les choses, c'est tout. Et que le meilleur moyen d'avoir de la fortune, c'est-à-dire des économies, c'est de ne pas dépenser, c'est juste évident, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et que ça, quasiment tout le monde peut le faire. Mais personne ne te dit que c'est ça qu'il faut faire. C'est juste mais tout le monde et toute la société et tout le monde, les réseaux sociaux, les potes, la pression te dit même que c'est l'inverse. Il te faut la meilleure voiture, il te faut les meilleures vacances, il te faut les meilleurs dents, la meilleure coiffure, le meilleur truc, le meilleur téléphone, le meilleur... Il faut sortir. Alors ça, c'est important. Il faut vraiment se sortir de tous ces trucs-là. Il faut vivre sa vie, mais en même temps être responsable et savoir... qu'on fait plein de choses qui finalement n'ont aucun intérêt, et que la liberté, oui, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi avoir des économies. Clairement. Et chez les hommes, chez les femmes, chez les vieux, chez les jeunes, je suis d'accord. Et tout ça, c'est beaucoup d'ego aussi. C'est pour être un bon investisseur, il faut pas avoir d'ego aussi. Pas avoir d'ego, parce que si t'as pas d'ego, tu vas plus facilement économiser. Si t'as pas besoin de faire le malin auprès des autres. Mais aussi, tu vas accepter de tes erreurs. Tu vas accepter d'en faire. Toi, un investisseur qui fait pas d'erreurs, c'est un menteur. J'ai l'impression que tu en as fait plein, toi. Tu m'as dit. Je vais nous arrêter là, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait continuer longtemps. J'ai deux questions avant. On te suit sur LinkedIn, toi? C'est l'endroit de ton Twitter, LinkedIn, je sais pas, François Badelon. Oui, mais je suis pas du tout actif. Oui, je pourrais mettre des choses, mais bon, on va te pousser à le faire. Ouais. Il faut que tu nous éclaires de temps en temps un peu plus. Il faut que tu partages. Comment on peut bosser avec Lonvia? Lonvia, c'est une société de gestion française dont les produits peuvent être achetés quasiment dans toutes les banques, sur des tas de contrats d'assurance vie. On cherche les fonds Lonvia, on tape Lonvia, et puis on cherche, et puis on voit les fonds côté, on peut les acheter. Ok, très bien. Cool. Et
Petit clin d'œil Duotone quand même, non, ou pas? Duotone, non? Ouais. C'est pas une société que tu gères, dont je croyais que tu avais des actions. Non. Alors non, mais c'est une très belle société, Duotone, il fait des très bons produits. Mais moi, je suis actionnaire avec mes petits-neveux qui gèrent l'entreprise d'un concurrent. Ah, pardon, voilà. je me trompe. Non, excuse-moi, alors du coup, balance-moi le nom du concurrent. Ça s'appelle Takoun. Takoun, bien sûr. Takoun. Oh, excuse-moi, pour les kiters. Non, mais c'est un honneur d'être comparé à Duotone parce que c'est une société extraordinaire. Donc, et nous, en fait, on a la particularité de vendre sur Internet. D'accord. Donc un peu même beaucoup moins cher. Et en prenant le pari de la qualité. D'accord. Et donc sur un nouveau sport qui est le wing. Ouais. C'est un peu comme le kite, mais il y a pas les fils, on n'est pas relié par un harnais et des fils au cerf-volant, mais directement à une aile qu'on peut lâcher. Donc c'est un sport qui est très amusant et moins dangereux que le kitesurf. En fait, voilà, on a pris pas le leadership, mais on est parmi les premiers à avoir démarré ça et avec des très 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 bons produits. J'ai l'impression. Takoun, Takoon.com. Très bien, wing et kite quand même, j'ai l'impression. Ouais. Last but not least, ta martingale à toi, François. Quelle est ta martingale? Alors, ma martingale, moi, mais ça fait un peu partie du process de value investing. Je dirais, c'est deux choses. La première, c'est que je suis un peu un lecteur compulsif. Donc, c'est très important pour l'investissement parce que ça te permet justement d'élargir tes connaissances. Voilà, plus tu lis, plus tu vas comprendre de choses. C'est juste logique. Voilà, moi je lis, je sais pas, des dizaines de livres par an. Je les relis aussi. Je les relis beaucoup. Ça, c'est une véritable passion. Et puis, un truc peut-être pas très sain, je suis peut-être un peu malade aussi, c'est les entreprises. Voilà, moi j'adore les entreprises, les entrepreneurs, la richesse humaine, tu vois, et donc j'adore être actionnaire de boîtes. Voilà, c'est un truc, il n'y a rien de glorieux, tu vois, c'est une espèce de truc. Il y a des gens, par exemple, ils ont des œuvres d'art, c'est formidable, tu vois, en plus ils en profitent, sont chez eux, ils peuvent les montrer. Moi j'ai rien à montrer, tu vois, Je te comprends là-dessus en l'occurrence. Tu vois, moi je reçois souvent alors dans des plus petits deals de private equity donc tu investis dans des startups, etc. Je reçois tous les mois des tas de données. J'adore, j'en suis très friand et je le demande quand on me les donne pas. Mais et c'est là où je suis finalement, comme tu le disais, alors, pas sur du stock et des grosses boîtes, mais peut-être pas impliqué, mais je veux aussi en tirer quelque chose et je vais apprendre plein de choses en fait sur comment ça fonctionne, comment les gens consomment, qu'est-ce que c'est qu'un CPI, un coût par installation sur tu vois, quand je te parlais de technologie, une installation d'application sur un téléphone, tu vas avoir un coût par installation, les utilisateurs après une semaine, après toutes les KPI qui sont là-dedans, je trouve ça super. Très bien, je te rejoins là-dessus. C'est assez geek, assez nerdy. Et chaque entreprise, c'est une occasion d'apprendre, justement. Tout à fait. Ça peut être coté ou non coté. Côté, tu vas lire le rapport annuel. Non coté, tu vas parler avec les dirigeants. Mais et tu progresses à chaque fois et t'apprends. Et puis après, c'est l'effet boule de neige, quoi. Merci François, on a été plus long que prévu, 1h20 presque, donc voilà, je vais couper court à notre discussion, mais c'était passionnant, as usual, il se souviendra de mon prénom peut-être dorénavant. Là, maintenant je vais pas l'oublier. Et voilà, je vous embrasse, je vous dis à tous à la semaine prochaine sur la martingale, et puis voilà, vous avez compris, prenez votre temps pour investir, intéressez-vous fortement aux choses dans lesquelles vous investissez, et puis partagez-les avec nous, comme ça on pourra en parler, quoi. Merci, au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.